comprendre, c'est que la réduction des risques, je ne vais pas faire l'historique, mais le paradigme a énormément évolué, au même rythme que la société évolue et que les usages et les pratiques de consommation évoluent. Tiens, on va changer celui-là. Et là, c'est mieux. Donc c'était un problème de micro, ça me rassure. Je disais que ce paradigme de la réduction des risques a énormément évolué et on y a collé, qui plus est, le terme de réduction des risques et des dommages, donc bien conscient qu'effectivement il pouvait malgré tout y avoir des conséquences malgré les efforts qui étaient faits sur les outils et les supports de réduction des risques. On a décidé tout au long de cette journée de l'aborder sous diverses facettes. On a voulu, on l'a intitulé la réduction des risques à tous les étages. En milieu ouvert, en milieu fermé, en ambulatoire, à l'hôpital, à la prison. La réduction des risques, elle peut se décliner, on l'a vu ce matin dans les échanges qu'on a pu avoir, qu'elle est primordiale, qu'elle n'est pas forcément entendue de la même manière par tous, et pour autant, tout le monde se rejoint pour dire que c'est absolument indispensable. Donc là, ce qu'on va vous proposer tout au long de la journée, c'est de survoler un petit peu ces différents panels de comment peut se mettre en place la réduction des risques selon les contextes, dont on a vu qu'ils étaient absolument indispensables à prendre en compte. Et pour commencer, je pense que le plus simple, c'est de faire un petit rappel du cadre juridique. C'est quoi la réduction des risques? Qu'est-ce que la loi permet de faire? Qu'est-ce qu'elle ne permet pas? Quelles sont les limites? Quels sont les pas de côté qu'on peut se permettre pour, toujours dans le même souci, à la fois sécuriser les équipes, respecter la réglementation, mais aussi apporter un accompagnement qui soit de qualité, qui soit pertinent, qui réponde aux attentes des personnes que l'on accompagne et aux usagers. Donc on va commencer cette session avec Michael Ballandier, que je vais laisser se présenter et que je remercie. Merci Eric. Ça a l'air bon. Vous m'entendez? Miguel Ballandier, donc je suis juriste, docteur en droit et chargé de projet à Opelia. Alors, vous pouvez peut-être vous demander un petit peu ce qu'un docteur en droit vient dire sur la question de la réduction des risques. Vous allez peut-être comprendre quelque chose tout à l'heure. Sur le cadre juridique de la réduction des risques, merci. Je vous propose de développer trois éléments. Alors, je ne vais pas revenir en détail, mais quand même un certain nombre d'éléments de jalons historiques pour revenir et planter comment ça change de paradigme, comment, comme l'a dit Jean-Sébastien tout à l'heure. On change de paradigme, on passe du paradigme du paternalisme à autre chose. La dignité sort du principe de l'ordre public, tout simplement. Donc, quelques jalons historiques, le cadre juridique actuel, et puis le champ d'application. Elle a porté alors l'irruption, parce qu'il s'agit bien d'une irruption de la RDR en droit. C'est le décret du 13 mai 87, dit décret Barzac, dit du nom de la ministre de la Santé de l'époque, où quand nécessité fait,
droit. Alors, les plus vieux d'entre nous se rappellent l'hécatombe devant laquelle il fallait, à un moment donné, effectivement, réagir. Ce décret permet la vente libre de seringues. Pour autant, la politique de RDR a longtemps reposé sur de simples circulaires. Et ça dit quelque chose. Un, c'est fragile. La circulaire, ça va, ça vient. La circulaire, c'est à la main du ministre. La circulaire, il n'a pas envie, il n'a plus envie, il la supprime, il l'abroge. Si bien que on peut se féliciter que la loi du 9 août 2004 donne une base légale quand je dis légale, c'est au sens de la loi, hein, expression de la volonté générale, et je vais dire la loi symbolique également. Donc, reconnaissance ouais. Ouais. Ouais, ça va. Ce qu'il faut soulever, ce que je veux relever, et j'anticipe un petit peu ici, c'est que en 2004, comme en 2016, des parlementaires ont souligné que la politique de réduction des risques a fait la preuve de son caractère indispensable et qu'elle est une petite révolution culturelle. On le voit, effectivement. Alors, le cadre juridique actuel. Il est essentiellement porté par la loi numéro 2016-41 de modernisation de notre système de santé, qui comprend, je vais dire, deux séries de dispositions d'inégale importance. La première série, c'est la création à titre expérimental de salles de consommation à moindre risque, devenues en 2021 des haltes soins addiction. Avec la volonté de cibler ici des publics qui sont très marginalisés et très en dehors, très sous les radars, comme on a pu dire dans les débats. Mais surtout, je dis surtout parce que on le sait, des HSA, il y en a 2 en France. Surtout,
on a une insertion pérenne dans le Code de la santé publique d'un titre consacré à la réduction des risques et des dommages. Alors, voilà, ça pourrait se discuter, parce que ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas nécessairement réduction des risques et des dommages. Ce n'est pas parce qu'il y a risque qu'il y a dommage. Ça n'a pas été discuté dans les débats, en tout cas, moi je le discuterai bien. Bon, on ne va pas le faire ici. Ben oui. Donc, c'est les articles L34 11.7 et suivants du Code de la santé publique. Alors, on disait hier que certains ne sont pas fanats des chiffres, mais moi je suis fanat des textes. Donc je vous propose une petite lecture. Non, mais petite lecture parce qu'on oublie souvent de lire les textes alors que on peut, à la lecture, leur faire produire des effets juridiques étonnants. Donc, on pose un titre complet consacré à la RDR, pardon. Une définition beaucoup plus extensive de cette politique donnée à l'article L34 11.8 du Code de la santé publique par rapport à 2004. Là, c'est un grand 1. Grand 2, sa mise en œuvre comprend et permet les actions visant à délivrer des informations sur les risques et les dommages associés à la consommation des substances psychoactives ou classées comme stupéfiants, orienter les usagers de drogue vers les services sociaux et les services de soins généraux ou de soins spécialisés afin de mettre en œuvre un parcours de soins adapté à leur situation spécifique et d'améliorer leur état de santé physique et psychique et leur insertion sociale, promouvoir et distribuer des matériels et des produits de santé destinés à la réduction des risques. Et puis, promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les procédures. Et là, je renvoie à ce qu'on va pouvoir développer dans la deuxième intervention juste après avec Gilles Pénavert. Dernier point de cette... il me reste combien de temps Le cinquièmement, participer
à l'analyse, à la veille et à l'information à destination des pouvoirs publics, etc. Ici, il y a lieu de trouver un fondement juridique au système trend, synthèse, analyse ton prod. Ouais. Ça vient pas de rien. C'est-à-dire, quand on croise des choses avec, il y a un droit aux soins, article L1110-1 du Code de la santé publique. Ça doit se décliner de telle et telle manière. Eh bien, ça implique et ça oblige. Bon, pour une fois, je dis pour une fois, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais là, pour le coup, en tout cas, sur ce qui nous concerne, le législateur n'a pas été complètement à côté de la plaque. Il nous dit que l'intervenant agissant conformément à sa mission de RDR bénéficie à ce titre de la protection mentionnée à l'article 122.4 du Code pénal, c'est-à-dire d'une immunité pénale. Il ne peut pas être poursuivi pour des infractions qu'il aurait commises à l'occasion de ses fonctions, dans ses fonctions. Enfin, grand 4, il est précisé que la politique de RDR D s'applique également aux personnes détenues selon des modalités adaptées au milieu carcéral. Je vais y revenir juste après. Alors, on a une loi générique dans le Code de la santé publique qui vient poser, de la même manière qu'on a une loi générique qui pose le droit... pardon, j'oublie, qui pose le droit aux soins, qui vient poser le droit à la réduction des risques. Bien. À partir de là, nul ne saurait, quelque part, en être privé. Et les actions ou la manière dont les je vais reprendre le terme, les modalités adaptées au milieu carcéral ne doivent pas vider de sa substance la notion de réduction des risques, bien évidemment. Il y aura lieu un jour d'engager ici, à n'en pas douter, la responsabilité de l'État pour n'avoir pas empêché des contaminations
et conduit à des morts. Alors, la RDR à l'égard des mineurs. Ben, pareil, hein, moi, je n'ai pas d'exclusion. D'autant que on est aux 20 ans des CJC. Bien sûr que la RDR s'applique aux mineurs. Bien sûr qu'un mineur a droit à un accès à un XAPA, un CARUD, dans des conditions, je vais dire, des conditions de droit commun, c'est-à-dire des conditions de l'article L1114, peu importe, du Code de la santé publique, c'est-à-dire qui vient dire à partir du moment où le mineur a suffisamment de discernement, alors on peut, le professionnel peut se passer du consentement de son représentant légal si le mineur le demande. Et ce, pendant tout le soin. C'est essentiel. C'est essentiel. Ça concerne les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, quel que soit le mode d'exercice des infirmiers. Enfin, la RDR est ainsi conçue depuis 2016 comme une politique de santé publique à part entière. Cela ne saurait ne pas avoir de conséquences sur la lecture qui doit être donnée sur d'autres politiques publiques, non pas tant par conciliation que par effet de coloration. Alors, c'est notamment voilà, les articles 22.12.1, 22.12.2 du Code général des collectivités territoriales qui viennent dire les pouvoirs des maires en matière de police municipale. Et moi, j'ai été saisi plusieurs fois dans le cadre des questions à un juriste, cadre qu'on a mis en place à Opelia, questions autour de oui, mais dès qu'on sort, la police est là. Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on peut comment faire? Donc là encore, hein, il y aura un jour un engagement de responsabilité à faire. Parce que c'est pas tout l'un, tout l'autre. Dernier point. Concernant la gestion des scènes de consommation de crack à Paris.
une décision, je vais dire, qui sera qualifiée sans doute d'historique dans quelque temps, de la défenseur des droits, largement fondée sur les concepts de réduction des risques qui viennent qu'elle utilise pour dire les obligations qu'il y a à laisser travailler les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et elle recommande, je me rends compte que voilà, bon, on la trouve facilement en ligne, hein, c'est la magie d'Internet, ça. Elle recommande quoi? Elle recommande de ne plus travailler, de ne plus exclure les gens de l'espace public, comme ça. Qu'il y ait des ponts qui puissent se faire et qui doivent se faire entre les autorités préfectorales et les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile. Voilà où on en est, à mon avis, à mon sens. Et effectivement, tout porte à penser que toutes les potentialités de l'article L3411.8 du Code de la santé publique n'ont pas encore été complètement explorées. Et c'est ce à quoi on va travailler dans les années qui viennent. Merci, Michael. Pas simplement dans les années qui viennent, mais on va le faire tout au long de la journée. Il était important de rappeler la genèse de la réduction des risques, hein, avec les mobilisations que ça a suscité et les modifications mais considérables, hein, qu'ont apporté la loi de 2016, hein, aujourd'hui, sur l'accompagnement à l'usage, hein, pour les professionnels, et la manière dont se sont télescopés à la fois le droit pénal, hein, et puis le Code de la santé publique, qui, pour une fois, pour la première fois, on accorde une primauté, en tout cas en termes de protection des professionnels. Et je pense que c'était aussi intéressant de pouvoir faire cette focale sur des cas bien spécifiques et de dire que la loi a un aspect générique, qui s'applique à tous, et qu'on ne peut pas exclure ni les détenus, ni les mineurs, selon les conditions que tu as pu énumérer. Ça reste cependant, on voit bien dans le pratico-pratique au quotidien, des choses qui ne sont pas évidentes à mettre en place. On voit qu'il y a des freins, que les équipes ne peuvent pas toujours travailler comme elles le souhaitent, ou que simplement il y a des pressions qui empêchent en tout cas de pouvoir correctement faire ces missions, qui sont des missions obligatoires, qui ne sont confiées par l'État, qu'il faut quand même pouvoir le rappeler. C'est qu'il y a une contradiction majeure entre le fait de l'injonction de faire des choses et de nous confier de l'argent public pour des missions, et quelque part d'être empêché de les faire de la manière dont on pourrait ou on devrait les faire. Donc merci à toi pour ces clarifications. Du coup, je propose que, tu l'as dit, hein, qu'on embraye les questions qu'il peut y avoir suite à la présentation que tu vas faire conjointement avec Gilles, et où on va explorer cette première partie de l'ARDR à tous les étages. Et là, c'est qu'est-ce qui peut se faire dans les établissements de soins en général, en termes de RDR. Et puis on verra après comment ça peut se décliner dans le pratico-pratique dans certains établissements, et quelle est la réalité de la mise en œuvre de la réduction des risques partout. Merci Eric. Bonjour, moi c'est Gilles. Je travaille à la Sion Opélia avec Michael sur le programme Lézard, que nous coordonnons tous les deux. Et je suis également chargé de mission sur le projet HSA de Lyon, que j'essaye désespérément de faire avancer. Feu la HSA de Lyon.
Non, pas feu. J'ai bien le PowerPoint, s'il vous plaît. Donc voilà. L'ESAR. Donc l'ESAR, ça signifie l'espace de supervision et d'accompagnement à la réduction des risques. C'est un programme qui s'inscrit, alors peut-être pour que vous ayez tous et toutes le même socle de connaissances. C'est un programme qui s'inscrit dans un contexte erratique, celui de la mise en place des HSA. Merci. Comme Michael a expliqué, depuis 2016, la loi autorise l'expérimentation des salles de consommation à moindre risque, ce que nos opposants et les médias appellent de manière très impropre les salles de shoot. Et donc depuis 2016, 2 salles de consommation, on est loin du compte, malgré une évaluation plus que positive réalisée par l'INSERM qui démontre que ces salles jouent un rôle majeur dans la santé publique, dans la santé individuelle, ainsi que dans la sécurité publique. Malgré ça, depuis 8 ans, toujours 2 salles ont été mises en place. On a modifié le nom, on les a passées en HSA, c'est-à-dire qu'on les a, pour signifier donc halte soins addiction, c'est-à-dire qu'on a vidé un petit peu le contenu de leur sens pour rendre le projet plus vendeur, mais ça n'a pas du tout fonctionné non plus. Et chaque fois, systématiquement, on repousse l'expérimentation, ce qui, à mon sens, signifie que c'est inefficace. Quand un projet est évalué, il rentre, enfin, suffisamment qui est évalué efficace, il rentre dans le droit commun. Là, on reconduit encore et encore. La fin de l'expérimentation sera en 2025. Ce qui gêne, au fond, parce qu'on voit bien que tous les rapports internationaux depuis 40 ans vont tous dans le même sens et démontrent que les salles de consommation font la synthèse entre santé, sécurité et cohésion sociale. Ce qui gêne, c'est qu'on ait un gouvernement qui empêche le déploiement de ces dispositifs, notamment par la parole de notre ministre de l'Intérieur en départ. Il n'est pas parti encore, non? Un démissionnaire, toujours démissionnaire, mais qui est toujours notre penseur actuel des drogues, Gérald Darmanin, qui, dès qu'il a l'occasion, dit haut et fort tout le mal qu'il pense de ce dispositif. On a également une secrétaire d'État, je pense aussi à Madame Christine Roubache, qui à Marseille, alors pour le coup, se targue et revendique le fait d'avoir arrêté le projet de la salle de conso à Marseille. Gérald Darmanin, à lui, fait en sorte d'avorter le projet de salle de conso à Lille, 2 semaines ou 3 semaines avant l'ouverture. Et plus généralement, et moi, à Lyon, c'est vrai qu'à Lyon, je suis confronté, après avoir fait converger tout le monde dans le même sens, je suis confronté à une préfète qui fait pourrir le dossier et qui empêche le dossier d'avancer, juste par position personnelle. En gros, j'ai une personne qui représente l'autorité de l'État, qui empêche un projet inscrit dans le Code de la santé publique, juste par principe. Mais je m'en fous de ce qu'elle pense. Moi, je veux juste qu'elle applique la loi. C'est simplement. Et donc, au final, on a un... Pardon, je vais me calmer, je vais baisser maintenant. Bonjour à tous. Non, ça m'énerve vite aussi. Après, on me fait pas de choses qui m'énervent. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'on a un exécutif qui refuse d'exécuter la loi. Je ne sais pas si, Mickaël, tu veux compléter sur ce point? Compléter, peut-être pas, mais effectivement, il apparaît très clairement que l'exécutif, alors que le rôle de l'exécutif, je rappelle, c'est exécuter la loi, se refuse à exécuter des dispositions législatives qui sont de portée tout à fait claire. Il n'y a pas de
tergiversation en termes d'interprétation ou autre. Je voulais revenir d'ailleurs d'un mot sur le passage des salles de consommation à moindre risque aux halles de soins addiction. Salles de consommation à moindre risque, on reste bien dans le champ de la réduction des risques. Et on a bien la question des consommations. Et effectivement, les HSA, les haltes soins addiction, et moi au départ, j'ai entendu quelque chose, c'est halte, mais je l'ai entendu comme à la douane, soins addiction. Eh ben, c'est pas tout à fait pareil. Donc, on réintroduit on réintroduit la question du soin dans le système, alors que ce n'était pas l'optique des SCMR. Si on prend la strate en dessous, au niveau des collectivités, et je le vois directement, les villes ont peur de la panique morale. C'est-à-dire que de mettre en place un dispositif de santé qui est clairement impopulaire réveille l'ire de leur opposition et la colère des riverains. Donc, ils nous demandent, et ils me demandent, de travailler à bas bruit. C'est vivons heureux, vivons cachés. Si je prends en dessous la strate des riverains, alors eux, ça fait 40 ans qu'on leur dit que les consommateurs sont des délinquants, des criminels, quoi d'autre, des voleurs, des menteurs. Et d'un seul coup, ils s'aperçoivent que près de chez eux, il va se mettre en place une salle de consommation. Donc forcément, la réaction première, c'est la peur. Donc c'est l'insécurité, c'est les nuisances publiques, c'est la diminution des biens immobiliers. Et de plus, depuis 40 ans, même plus, on leur dit que la drogue est interdite. Et là aussi, il y a une incompréhension de voir arriver dans son quartier une salle de consommation. Donc, on nous oppose systématiquement des arguments basés sur l'émotionnel, donc le sentiment d'insécurité, ainsi que sur la peur. À ces arguments, nous, on répond systématiquement par des arguments de science. Et je trouve, perso, on ne fait que nous mettre dos à dos. On ne fait que polariser le débat. Tant qu'on n'ira pas un petit peu comprendre de quoi ils ont peur, tant qu'on ne fera pas aussi un peu de pédagogie, et je pense que c'est ça qui a manqué aussi. Alors, étant maintenant un peu âgé, je me souviens d'une époque où c'était vachement bien, on était tous entre nous, on a fait vachement d'entre-soi, mais on n'a jamais su expliquer ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait et comment on le faisait. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut s'en prendre aussi à nous, parce que je pense que les salles, si on n'arrive pas à les monter, c'est aussi de notre faute. C'était au petit passage. Non, mais c'est aussi important de balayer devant sa porte et d'arrêter l'entre-soi. Donc je suis content. Là, pour une fois, on partage dans un colloque avec santé sexuelle, infectieux. Ça, c'est bien. J'aimerais qu'on continue et qu'on fasse aussi de la pédagogie avec plus des riverains. Donc, je passe ce message à la directrice de la Fédération Addiction. Et voilà. Et donc, ça bloque à Marseille, à Lyon, à Lille. En parallèle à ça, il y a un plein paradoxe. La Défenseur des droits recommande d'implanter une seconde salle à Paris. Une seconde salle à Paris. Mickaël, tu veux dire un truc là-dessus? Non, je ne veux rien dire de particulier. C'est une des recommandations essentielles, effectivement. J'attends de voir. Elle donne 3 mois aux autorités administratives pour répondre aux recommandations. Juste une question là. Oui. Je ne sais pas si c'est prévu par la suite, mais est-ce qu'il y a la possibilité de nous éclairer sur qu'est-ce qui se passe ailleurs sur les salles, pourquoi il y a ces blocages particuliers qui sont sur... Ben voilà, merci. On a anticipé. Alors, non, on refuse de mettre le Québec. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un mauvais signe, le Québec, là, je le sens. Ouais, c'est facile, on l'a retiré.
Oui, stigmatisé, parfaitement, tu peux. Donc, alors, excusez-moi, pour la mise en page, c'était pas du tout ça sur mon ordi. Donc, en gros, c'était juste pour faire un petit point, prendre un peu de hauteur et vous montrer que l'Allemagne, avec 25 salles pour 83 millions d'habitants, les Pays-Bas, 31 salles, 17 millions. La Belgique, 2 salles, maintenant c'est 4 salles, 3 salles, mais la 4e va s'ouvrir à Charleroi. La Suisse, c'est 16 salles. Et nous, avec nos 67 millions d'habitants, on a 2 pauvres salles qui font un peu pâle figure par rapport à nos voisins européens. Et c'est pour ça que je pense que nous avons passé assez de temps à débattre sur des questions idéologiques, souvent moralisantes, qui en disent long de l'évitement et de la tétanisation de la France sur les salles de consommation. Donc, que nous avons pensé un projet différent, le projet ESAR, c'est-à-dire de mettre en place un maillage de petits pôles d'espaces de consommation, qu'on ne va pas appeler comme ça, mais dans lesquels les gens pourront injecter, sniffer et inhaler des drogues. Et ça, on va le faire dans nos structures, directement. On aurait pu le faire, je veux bien que je change de slide. Merci. On aurait pu le faire façon désobéissance civile. Je pense que parfois c'est important pour notre secteur de transgresser la loi et de conformer nos actions avec nos convictions. On aurait pu partir sabre au clair. Je pense, comme toi Damien, qu'on ne peut pas toujours rester du bon côté de la loi. Mais pour le coup, on n'a même pas besoin de le faire. Mon directeur ne pense pas du tout ça. On n'a pas eu besoin de le faire, c'est comme vous le dira Mickaël, la loi autorise la supervision, la gestion des procédures, des accompagnements à la réduction des risques. C'est pour ça que nous avons nommé ces espaces-là, ESAR, espaces de supervision et d'accompagnement à la réduction des risques, pour rester dans le cadre de la loi. Elle l'autorise et elle l'impose. Pour les CARUD et l'EXAPA en tout cas. C'est-à-dire, on est dans des compétences qui sont attribuées, qui sont obligatoires et qui, une nouvelle fois, doivent être rencontrées. Hein. Donc, pour ce faire, nous avons réalisé avec Mickaël un petit état des lieux dans nos structures et on a juste objectivé ce qu'on savait déjà tous depuis très longtemps, c'est que nos collègues dans les CARUD et les XAPA donnent des seringues et des pipes à crack à des consommateurs qui les utilisent dans les toilettes. Et justement, c'est plus possible de reléguer les consommateurs dans les chiottes. C'est stigmatisant. Et en plus, c'est super dangereux parce que s'il y a un problème, il n'y a personne pour venir en aide. Ayant travaillé beaucoup en CARUD, j'en ai marre de surveiller la porte des chiottes. Et tous les 5 minutes, tac, 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 de taper comment ça va. On ne peut plus le faire. Donc, et on a vu que dans les structures, chacun aménageait leurs toilettes. Certains mettaient des dasseries, d'autres mettaient une pièce à disposition, d'autres ouvraient la fenêtre pour que les gens puissent fumer du crack à l'intérieur. Chacun faisait un peu comme il voulait, avec un chef de service qui était parfois volontaire ou pas, ou qui fermait les yeux. C'était un peu la politique de l'autruche, ça aussi. Donc, on a aussi observé la consommation de drogue dans l'espace public et intermédiaire. Rien de nouveau. Des consommations, que ce soit par injection ou inhalation, dans les halls d'immeubles, les cages escaliers, les paliers d'appartements, les jardins, etc. Certaines équipes d'Opelia proposent déjà des séances à Verly. C'est de l'éducation au risque lié à l'injection. C'est un programme de recherche qu'on a monté il y a 13 ans de ça, qui fait un suivi individuel des personnes qui s'injectent. C'est un peu comme de l'éducation thérapeutique, mais pour l'injection. Un consensus de tous les acteurs de développer des espaces de supervision et de consommation. Là aussi, tout le monde veut sortir la tête du sac et en a marre aussi de surveiller cette porte des WC et veut ouvrir cette porte des chiottes pour offrir un cadre digne aux consommateurs. Et bien sûr, une acceptabilité des personnes consommatrices de fréquenter ces espaces-là, qui le font déjà puisqu'elles consomment déjà dans les toilettes. Donc, 7 villes sont portées volontaires. Donc voilà, Valence, Lons-le-Saunier, Le Havre, Villeneuve-la-Garenne, Nantes, Paris et Lyon. On a rédigé un document socle suffisamment large pour que chaque équipe puisse après se saisir un peu de leur propre spécificité. On a établi les conditions minimales, les éléments juridiques pour protéger les équipes.
Et on a travaillé avec les usagers, parce qu'on ne fait rien pour eux sans eux. Et en fonction de leurs besoins, avec les équipes en fonction de leurs bâtiments, parce qu'il y a des contraintes architecturales en Carude, sur les modes de consommation. En gros, on a construit des espaces, des ESAR, qui donnaient du sens à chaque structure, dans lesquels certains pourront injecter, d'autres pourront inhaler, ou d'autres encore pourront injecter et inhaler. Oui, et ça ne sera pas les mêmes en fonction des structures, effectivement. Les espaces de supervision, le résultat, on va avoir entre l'injection, le SNIF, etc., on va avoir des résultats complètement différenciés. Bah, quand tu as, par exemple, je pense à Charonne, sur la question de l'injection. Voilà. Donc, ça pour dire qu'on a adapté des modalités opérationnelles en fonction de chaque lieu. Ce sont les équipes qui ont déterminé aussi leur propre fonctionnement. On a défini trois axes d'objectifs. Je vais, Mickaël, que tu passes la slide. Qui sont assez classiques. Hein. C'est réduction des risques pour les consommateurs, limiter l'ordre public, oui, ça, les impacts négatifs sur l'ordre public, et lutter contre la stigmatisation. La sécurité, on voulait qu'elle soit, certes, tranquillité publique, hein, dans l'espace public, mais aussi que ce soit la sécurité des usagers et la sécurité des salariés au regard du Code du travail. Michael, tu veux rajouter sur le Code du travail ? Du Code du travail et surtout, moi j'ai envie de dire, du Code de la santé publique. Hein, c'est le fameux article L 3411-8, grand 4 ou grand 3 de mémoire, qui donne, qui renvoie à l'article 122.4 du Code pénal pour toute personne intervenant dans des questions de réduction des risques. D'ailleurs, le choix du terme intervenant dans l'article n'est pas un hasard. Ça a été beaucoup discuté de manière, c'est pas professionnel. Ça a été discuté, ça inclut des intervenants qui ont vocation à être des professionnels, mais aussi d'autres types d'intervenants qui peuvent également être protégés dans les mêmes conditions. Ça veut dire qu'on intègre les consommateurs de drogue dans les équipes pour participer au programme Lézard. Tu changes de slide. Donc, comme c'est un programme expérimental, on vous donne une petite planification de ce projet. De novembre à décembre, rapidement, on a fait l'état des lieux. On a vérifié un peu l'acceptabilité des consommations, des équipes, des consommateurs à ce programme. De janvier à juillet, on a rédigé le document cadre. On a formé, on a monté en compétence toutes les équipes, que ce soit au niveau des premiers secours, de la Werlit, de l'analoxone. Et on a travaillé avec eux à l'implantation d'espaces de supervision adaptés à leurs besoins, à leurs demandes, à leurs bâtis. Dans un mois, on lance officiellement l'expérimentation dans 7 villes, à Opélia. Et on évaluera cette expérimentation dans un an, ce qui tombera pile avec la fin de l'expérimentation des HSA.
Alors, on en reprend pour une petite couche juridique. Non, mais je ne vais pas faire long, puisque on a déjà vu l'essentiel tout à l'heure. 2004, je l'ai dit, la loi vient consacrer la politique de RDR qui traînait dans les limbes des actes administratifs, des circulaires, etc. Là, on a une vraie consécration dans cet acte symbolique qu'est la loi. Au sens vraiment, je le répète, de l'expression de la volonté générale, au sens de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et la définition donnée à la RDR permet de promouvoir, superviser les gestes, les procédures de prévention. Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation. On a une possibilité de supervision, mais pas de consommation, évidemment. Alors, bien évidemment, les intervenants agissant conformément à leur mission de RDR bénéficient d'une immunité concernant les infractions en lien avec cette mission. Et XAPA et CARUD, je le disais tout à l'heure, ont reçu compétence, ce qui permet de proposer un fondement juridique où, et comme c'est pas ma slide. Ah oui, aux espaces. Il y a un petit carré devant. Espace. Aux espaces. Ouais, aux espaces de supervision. Et donc au niveau fédératif, je veux bien que tu passes la slide. Ah, le meilleur pour la fin. Et je veux bien que tu lances le slide, s'il te plaît. À cette dynamique lancée par Opelia se sont agrégées d'autres associations qui se sont associées à ce projet, qui maintenant est un projet porté par la Fédération Addiction. C'est sous l'égide de la Fédération Addiction, ici présente. Au total, c'est une dizaine d'associations. Ça sera maintenant maillé. Il y aura des ESAR dans une vingtaine de villes en France et 10 régions sur 13, dans 10 régions. Mais j'aimerais maintenant vous renvoyer, faire une passerelle avec vous. Et vu que c'est un programme totalement légal, quid des lézards dans les Doromes, hein? Peut-on imaginer une cabine d'inhalation en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion pour la Doue, par exemple, et ici à Mayotte pour la chimique ou autre? Est-ce qu'on peut, là je vous pose la question, je ne sais pas, est-ce qu'on peut imaginer aussi ce style de dispositif, de déployer, d'adapter ce style de dispositif dans les Doromes, et notamment à Mayotte? Et... Oui, parce que on est sur le droit commun qui s'applique dans le champ départemental. Et le droit commun, c'est tant qu'il n'y a pas de dispositions qui viennent dire par dérogation à, eh bien, on applique la loi générale.
Et la loi générale, c'est la loi 2016-41 qui s'applique effectivement, y compris aux Outre-mer. Pour finir, on vous a montré l'équipement. Ça, c'est le carré de Nantes qui est encore en cours de finition. Donc, vous pouvez voir la cabine à gauche qui permet d'inhaler le crack. On l'a testé avec cocaïne basée, héroïne et cannabis. Pour l'instant, les résultats sont idéaux. Enfin, ça fonctionne très bien. Et en face, il y a les 2 postes d'injection. Voilà. Vous voyez, on voit bien que c'est un petit espace de supervision qui est adapté au CARUD, mais c'est aussi adapté aux besoins des consommateurs. Donc voilà. Si vous voulez tester une cabine d'inhalation, je vous propose, je connais bien le contact, à Mayotte, je sais pas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre attention. Alors, je pense qu'on va passer aux questions, mais juste, si vous le permettez tous les deux, effectivement, donc, la question de l'application du droit partout, sur tous les territoires, sur le territoire. Non, je disais l'application du droit de façon comme une règle générale qui s'applique à tous les territoires de la nation, hein, y compris les DROM, se pose. Après, bien évidemment, et vous l'avez justement dit, il y a des particularités dont il faut pouvoir tenir compte, des territoires, des usages et des pratiques de consommation, des produits que l'on retrouve. Par chance, aujourd'hui à Mayotte, en tout cas, on a peu de cas d'injection qui sont répertoriés, il doit y en avoir. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui aujourd'hui semble être un problème majeur. Pour autant, la question peut se poser si en termes de tranquillité publique, hein, on a des consommateurs qui sont aux abords, qui sont dans la rue, qui sont dans les espaces publics, pas forcément des injecteurs, mais des consommateurs. Alors, des espaces de supervision à l'intérieur des XAPA et des CARUD, moi je pense que c'est quelque chose vers quoi il faut tendre. Après, compte tenu des particularités de Mayotte et de la récente implantation de la POPAM, c'est des choses qu'il faut mettre en réflexion, qu'il faut partager aussi avec les différents partenaires, avec les élus. Voilà, la loi pose un cadre juridique qui contraint, entre guillemets, tout le monde de l'appliquer. Après, la question est de savoir est-ce qu'on peut le faire à la même vitesse et avec les mêmes objectifs. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Donc, je ne voudrais pas laisser à penser, à l'issue de votre présentation, que demain, on va monter des salles de supervision à Mayotte, même si ça pourrait avoir un intérêt. Je voudrais juste apporter en précision, pour donner ensuite la parole à tout le monde, c'est qu'il y a eu des cas de décès qui maintenant sont avérés, donc on peut le dire, hein, par rapport à la consommation de nitazène, qui sont donc des opioïdes de synthèse, à Mayotte. Donc, tout ça pour dire que moi, je ne veux pas être alarmiste. Je pense que la mission que l'on a les uns et les autres, c'est de prévenir, c'est d'anticiper. La situation, elle est ce qu'elle est à Mayotte. Il y a plein de choses qui se passent qu'on ne sait pas. Je pense que les consommations, pour être implantées depuis juste 3 ans, on constate quand même des consommations qui sont assez massives, ce qui était inattendu. Hein. Au moment de l'ouverture, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et avec des polyconsommations, il y a vraiment de tout. Et avec des gens qui sont sur l'espace public. Ils sont là. Donc il faudra se poser à un moment ou un autre la question de savoir comment on fait avec ces personnes-là. La récente implantation de la POPAM à Mayotte a montré qu'il y avait un intérêt, une pertinence, ça s'était dit aussi par rapport à l'exposé de Michael, de se doter d'un système un peu de surveillance, d'analyse et de savoir ce qu'il y a sur le territoire. On est une île, une porte d'entrée, et nous on a pu constater à diverses reprises, avec des échantillons qu'on a pu collecter, qu'on a fait analyser, qu'il y a une multitude de produits qui rentrent. C'est une vérité, c'est une réalité. Il ne faut pas se voiler la face. Et je reviens à mon propos initial qui est de dire on est sur un territoire qui n'est pas encore totalement et fort heureusement concerné par des problèmes qui sont majeurs en termes d'addiction. Par contre, on est en droit, on a le devoir de se poser la question de comment on peut éviter d'en arriver à une situation où, comme bien souvent, c'est l'urgence, on fait le constat et c'est un peu trop tard. Donc voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire et je vous laisse la parole à ceux qui veulent poser des questions.
Merci. Alors, j'interviens en tant que juste Maoré, enfin un habitant de cette île. Mon constat, en fait, c'était juste pour compléter un peu ce qu'a dit notre collègue de la POPAM. En fait, ce qui se passe, c'est que en amont, moi, j'estime qu'il faut vraiment faire un travail de fond pour éviter qu'il y ait des dérives, parce que je fais juste un constat. Hein. Au niveau de ce qu'on appelle chimique, il faut noter que quand il y a eu la période où les Mahorais se sont mis à consommer cette substance, il y avait des dérapages, des dérives. En fait, on mélangeait un peu de tout. Et malheureusement, on a assisté à des fins tragiques par rapport aux gens qui consommaient la chimique. Des jeunes enfants, ben, souvent c'était les décès, hein, un peu partout, au bord des plages ou n'importe où, on assistait à ça. Donc c'est très important de le souligner qu'il y a eu des dérapages, des dérives. La deuxième chose, c'est que je disais que je complétais un peu à ce que disait notre collègue, c'est qu'il est nécessaire de faire ce travail de fond en amont pour qu'on n'assiste pas à ce genre de situation, parce que n'oublions pas que Mayotte, c'est une jeune île. Il y a de l'effervescence, il y a de la violence qui gagne du terrain un peu partout. Donc il faut vraiment arriver à canaliser tout ça avant de se lancer sur l'implantation de certaines structures où les gens peuvent, en toute inquiétude, consommer ce dont ils ont besoin. Donc c'était juste mettre l'accent qu'il faut vraiment éviter qu'il y ait des dérapages et des dérives. Voilà. Merci. Elle est à côté. Alors, je comprends tout à fait les inquiétudes, effectivement, sur l'histoire à Mayotte au niveau des consommations de chimiques. Pour moi, ces inquiétudes, elles viennent bien refléter déjà le besoin d'analyse de produits. C'est-à-dire que ce qu'on se rend compte, c'est que la composition de ce qu'on appelle chimique a été très variable au cours des temps. Et qu'en fait, si le consommateur ne sait pas ce que contient le produit, ben, pour lui, il ne peut pas faire le choix d'en consommer ou pas, et avec les risques associés. L'intérêt, je pense, de cette analyse, c'est vraiment d'informer au mieux le consommateur, ainsi que les pouvoirs publics au niveau de la dictovigilance. Mais c'est comment on informe le consommateur des risques qu'il court. Et quand on ne sait pas, et qu'on a juste une dénomination générique pour un produit qui est très variable, c'est très compliqué pour le consommateur. Après, sur les besoins en termes... moi, ce que me pose la question sur Mayotte, des besoins des espaces de supervision, pour moi, ce n'est pas d'assurer de consommer qu'en toute quiétude des produits. La question, c'est comment on accompagne ces modes de consommation vers des modes de consommation, quand ils sont choisis, qui seront moins à risque. Je pense, moi, notamment, sur ce que je constate dans la rue à Mayotte, beaucoup de consommation de cannabis, même sans parler de chimique, et qui est inhalé. Ce qui me questionne, c'est comment on amène sur de la vaporisation, sur de l'ingestion, et sur un milieu rural. Justement, moi, ça me questionne en métropole. Est-ce qu'il y a des dispositifs mobiles qui ont été créés? Quel cadre juridique pour des dispositifs mobiles? Parce que la question de la mobilité ou de passer entre villages à Mayotte est parfois difficile pour les personnes, en tout cas. Totalement. Avant de répondre, je vais donner la parole à Jean-Sébastien, mais je pense que la question des unités mobiles et du travail qu'il peut faire en matière de réduction des risques dans un cadre juridique et sécurisé se pose. Je voulais simplement réagir, surtout que je suis moi-même une personne utilisatrice de drogue. Puis si justement je n'ai pas développé de problème, c'est parce que j'ai eu des bonnes conditions de vie. Je me souviens d'ailleurs d'avoir donné un séminaire à Abidjan de 3 jours à des praticiens. Et j'ai appris que pour des jeunes qui consomment le cannabis, parfois ils sont bannis de leur famille. Je pense que c'est des phénomènes qui existent aussi à Mayotte.
Et moi, j'ai dit aux gens, si ma mère m'avait banni, puis je me suis mis à pleurer, je ne serais pas ici devant vous comme prof d'université, je serais certainement sous un pont, comme les jeunes ici. Et pour moi, c'est l'inverse de ce que j'ai entendu, c'est-à-dire que pour que la situation s'améliore, agir en amont, c'est justement accompagner les personnes qui consomment dans leur réalité et répondre à leurs besoins, comme des personnes à part entière qui ont le droit d'exister. Et les besoins sont complexes. Dans certains cas, c'est accompagner les personnes dans leur consommation pour pas que justement ça dégénère. Et travailler en amont, ça veut dire travailler sur les contextes de vie des personnes et certainement pas les bannir. Puis je sais que c'est compliqué, puis je suis complètement extérieur à l'île ici, là, mais il faut améliorer la qualité de vie des gens. C'est ça qui va les empêcher, même s'ils consomment, de déraper. Merci. Alors, j'ai fait le tour des questions. Je voulais parler déjà de la chimique au départ avant de poser une question. Et j'ai une question aussi. Mais en fait, merci parce qu'en fait, effectivement, quand la chimique était arrivée, alors déjà, on lui attribuait ce nom qui fait déjà quand même pas mal peur, la chimique. Et en effet, ça arrivait, ça reste une drogue quand même, qui est quand même assez puissante. Et en fait, les personnes s'y sont confrontées et ont découvert ça au travers des premières consos. Les personnes qui la préparaient n'étaient pas encore eux-mêmes préparées à la préparer. Donc effectivement, les premières scènes de conso ont pu faire peur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a peut-être eu, il y a eu des choses qui ont pu faire peur parce que par méconnaissance, par non-habitude à ce qu'il puisse se passer ce genre de choses, en tout cas sur Mayotte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les consommateurs eux-mêmes, finalement, ont créé aussi à un moment leur propre culture, parce qu'en fait, ils ont dû se cacher, parce qu'en fait, à un moment donné, effectivement, il y avait des symptômes qui pouvaient effrayer la population, et ça a laissé des traces, ça a généré de la stigmatisation, une stigmatisation qui est énorme. Les consommateurs se sont cachés, mais malgré tout, ils ont évolué avec cette drogue, parce que qu'on le veuille ou non, il y a des consommateurs de chimiques. Donc, ils ont appris à évoluer avec, ils ont appris à la préparer, ils ont appris à la consommer. Il y a même des personnes qui croient qu'il y a quasiment plus de chimiques à Mayotte, ce qui n'est pas vrai. Et aujourd'hui, ça nous a pris du temps, parce que du coup, quand il y a une stigmatisation aussi forte, c'est compliqué d'entrer en lien avec les personnes et de les mettre en confiance. Aujourd'hui, je pense qu'on est parvenu quand même à entrer en lien avec un certain nombre de consommateurs de chimiques notamment, et qui nous font part du coup librement de leurs propres inquiétudes. Parce qu'en fait, c'est un nouveau produit de synthèse. Aujourd'hui, voilà, on n'est plus sur des légendes, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc. C'est un cannabinoïde de synthèse, donc une sorte comme du cannabis, mais très puissant. Donc, qui demande une certaine minutie pour le préparer, parce que ça peut devenir dangereux, fortement dangereux, effectivement. Aujourd'hui, ils apprennent à le préparer, effectivement. Il y a des personnes qui peuvent consommer de la chimique. Peut-être vous ne le saurez pas en les croisant. Parce qu'en fait, ils ont appris eux-mêmes en cachette, parce qu'ils étaient obligés de se cacher. En tout cas, on les a quand même un petit peu exclus, et ils ont appris, mais aujourd'hui, du coup, de se dire qu'il y a un service en addictologie qui est capable d'en parler avec eux, qui est capable d'écouter ça, qui est capable d'apprendre d'eux. Parce qu'en fait, au final, maintenant, ils sont devenus experts de ça. Et en fait, ils sont capables de nous parler de leurs inquiétudes, ils sont capables de nous donner des pistes, et du coup, capables de venir chez nous pour qu'on puisse constater avec eux. Et en fait, c'est tout ce qui s'est fait sans vraiment se parler. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une porte pour pouvoir l'objectiver, le discuter, pouvoir savoir pourquoi ils sont inquiets, vers quoi vont leurs inquiétudes. Parfois, ils nous décrivent des symptômes de surdose. Et du coup, on continue à pas en parler, à les laisser dans leur coin, et puis à rester un petit peu sur des choses de l'ordre du fantasme, où finalement, aujourd'hui, qu'ils sont prêts à venir en parler avec nous, de se dire, voilà, on va peut-être pouvoir rationaliser tout ça et faire quelque chose de concret. On les accepte, et on fait avec eux, et on commence à construire quelque chose, parce qu'en fait, cette drogue est là, on ne peut pas la cacher. Donc je pense qu'ils ont ouvert, qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y a une parole qui se libère, il y a quelque chose qui est possible à faire avec eux. Et c'est compliqué de les ignorer, puisque sinon, après, on reste sur des situations qui ont pu effrayer, etc., ce qui n'est pas forcément toujours
la réalité, en tout cas pas l'entière réalité. Je comprends bien, et c'est pour ça que je vous remercie quand même d'avoir pu amener ça, parce que... Bien sûr, et il faut le faire ensemble, et du coup avec les personnes dont on parle, quoi. Mais je suis bien d'accord. Et j'avais juste du coup une question, parce que les HAS, en fait, et les HSA, pardon, et, non, on va oublier la Haute Autorité de Santé pour l'instant. C'était, donc du coup, ouais, ça fonctionne, et, mais alors du coup... dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire, ça fonctionne? Comment tirer du coup les usagers? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la cohésion sociale autour? Qu'est-ce qui s'est passé en termes de santé publique et de sécurité, ou etc. L'impact. Non, mais brièvement, il y a eu les impacts positifs. Si on a 2-3 peut-être à retenir pour se dire, bah voilà, effectivement, ça a fonctionné. Ben, l'impact. Moi, je crois qu'on a assisté à un colloque extraordinaire. Alors, moi, je ne vais pas me placer du côté des usagers, mais du côté du commissaire divisionnaire de police qui vient dire que depuis que la HSA est là, eh bien, la tranquillité publique et la salubrité publique, composantes essentielles de l'ordre public dont il a la charge, sont bien plus aisément assurables. C'est-à-dire, ça lui facilite la vie. Et ça contribue donc à travailler au vivre ensemble. Je pense qu'effectivement, entre laisser tout le monde dans les espaces interstitiels et venir travailler. Et je rajouterai que les riverains qui étaient à l'époque opposés à l'ouverture de la salle de consommation sont maintenant favorables. Et si je peux compléter sur les effets positifs des salles de consommation, donc en effet, il n'y a pas eu d'augmentation des nuisances ou des difficultés de tranquillité publique. Il y a même eu des diminutions. Il y a eu des diminutions de seringues laissées sur la voie publique et également bénéfice pour la santé des personnes. Des diminutions de transmission VIH-VHC, diminution de passage aux urgences, diminution des abcès. Et tu as l'évaluation de l'INSERM de 2020 qui étudie en fait l'ensemble des bénéfices pour les usagers, pour la tranquillité publique, et qui malheureusement n'a pas permis de faire entrer les salles dans le droit commun, mais a été poursuivi par une expérimentation bis, comme on l'a dit tout à l'heure. Et je voulais dire quelque chose, mais en fait, je pense qu'Éric va dire la même chose. Non, je ne veux pas dire la même chose. Mais comme je suis maître du temps, ce n'est pas la tâche la plus facile. Je voulais dire en deux mots. Bénéfice-risque, clairement, il y a un bénéfice. Coût-efficacité, clairement, c'est efficace. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Après, s'il faut rentrer dans le détail pour argumenter, parce que c'est un sujet qui est ardu, il y a tout un tas de textes pour ça, hein, non seulement juridiques, mais il y a les évaluations de l'INSERM. Donc voilà, là, on est clairement sur quelque chose qui tient la route, qui est scientifique. Donc il ne faut pas opposer, une fois de plus, la morale avec la réalité. Juste, je voulais quand même que soit apporter une réponse à Nicolas sur ce qui peut être envisagé sur le volet mobile. Et je sais que tu voulais prendre, Benjamin, tu voulais quand même dire quelque chose? Une question, mais après c'est la dernière, à moins que vous vouliez... Ah non, il y aura Corinne. Donc, si vous êtes d'accord, vous répondez sur la partie mobile, parce que je pense que c'est important, parce que ça correspond à la particularité de Mayotte, où on va vers les personnes. Donc, avoir des éléments de réponse serait important. Benjamin, Corinne, si vraiment il y en a une troisième, on prend une troisième. S'il y en a une quatrième, allez, on prend une quatrième. Oui, j'avais une question un peu plus générale, parce qu'on parlait de l'état du droit et de la manière dont on peut faire des choses qu'on ne faisait pas en profitant du droit tel qu'il existe.
Et du coup, ça me pose la question du contentieux stratégique, qui est quelque chose qui se fait de manière beaucoup plus courante en France, en Amérique du Nord, enfin au Canada, aux États-Unis, où en fait, on va prendre un cas et porter plainte contre l'État en se prévalant de droits fondamentaux de l'État du droit pour faire bouger les choses, notamment ouvrir par exemple plus de services de santé. Enfin voilà. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui est possible Mickaël, tu présentais tout à l'heure ce qu'il y a dans le Code de santé publique, l'avis de la défenseur des droits sur la manière dont les autorités ont géré le crack à Paris. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de se dire on peut, à partir de cas précis, porter plainte contre l'État pour dire en fait, il y a une obligation d'ouvrir des services de réduction des risques. Alors, ça peut être à Paris, mais du coup avec une portée plus générale. Et je pense voilà, il y a la question de la consommation dans la rue avec les HSA, mais aussi la question de l'accès à la réduction des risques dans les lieux de privation de liberté. Et du coup, ça concerne tous les territoires. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, c'est quelque chose qui est possible et envisageable d'utiliser le droit contre l'État pour le forcer à ouvrir des services de santé? Je ne sais pas si c'est le droit contre l'État. En tout cas, la loi contre l'exécutif. Parce que l'exécutif n'est pas hors l'État et il est soumis à la loi. Et la loi dit bien que, etc., etc. Et effectivement, on a bien vocation à éventuellement avoir du contentieux. Et je pense que plus il y aura de contentieux, alors stratégique, parce qu'il faudra que ça devienne comme ça, je pense, effectivement, comme en Amérique du Nord, plus ça aura de la portée, et plus l'exécutif comprendra quelque chose. En termes, un, de l'égalité des choses, deux, de reconnaissance et de déclaration de responsabilité de l'État. Merci. Non, je trouvais que c'était important que vous ayez mentionné aussi, enfin c'est toi qui l'as mentionné, Mickaël, dans ta présentation, la RDR auprès des jeunes. Parce qu'effectivement, à Mayotte, on a une population jeune et beaucoup de réticence déjà vis-à-vis de la RDR, mais encore plus peut-être vis-à-vis de la jeunesse, à la lisière peut-être de l'incitation, enfin bref. Peut-être, en tout cas, une piste ou quelque chose qui me semble important par rapport à la manière dont on nomme la réduction des risques. On a dit à plusieurs reprises, et on sait que la morale, ça ne fonctionne pas, et que la peur ne fonctionne pas. Or, je pense que parler de réduction des risques, c'est-à-dire qu'on insiste sur les risques. C'est qu'on focalise sur les risques. Et c'est donc qu'il y a des risques. Effectivement, on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. En même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi de potentialisation des bénéfices ? À un moment donné, comment est-ce qu'on ne peut pas renverser les choses aussi ? Dans notre communication, tu disais aussi, Gilles, que certainement on avait mal communiqué à un moment. Il faut absolument qu'on communique davantage, tout à fait d'accord, auprès de tous et toutes. Mais peut-être aussi d'une manière un peu différente, parce que je crois qu'on peut aussi alimenter quelque chose sur les dangers et focaliser sur les dangers, alors qu'on n'arrête pas de le dire, la peur, ça ne fonctionne pas comme levier. Voilà. Oui, sur le mobile, il n'y a pas de problématique particulière. Hein. Toutes les actions de réduction des risques qui sont prévues à l'article L3411-8 peuvent être mises en place, y compris la promotion, la supervision des gestes et des comportements dans la mesure où c'est adapté et où c'est prévu. Mais ça, c'est pas propre à la matière. Donc, bon.
pour ajouter, pour compléter, on a vu qu'on déploie les arbres dans des territoires ruraux, pardon. On a aussi réfléchi à équiper des unités mobiles d'espace d'inhalation, ce qui est totalement possible et réalisable. Pour l'instant, on a fait le choix de ne pas le faire parce qu'en parallèle à ça, il y a le cahier des charges HSA mobile qui doit ou qui devait sortir et on ne voulait pas se tirer une balle dans le pied. Donc on a juste retardé ça, mais oui, on a déjà réfléchi, équipé des dispositifs qui pourraient demain accueillir des consommateurs pour inhaler. Ouais. Et oui, Corinne, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. D'accord.